Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis Amélie Péan-Aigui, je suis responsable du pôle commerce chez Facebook France. Donc au sein de ce pôle, on accompagne les grands retailers, type le groupe Kingfisher, donc les grands retailers traditionnels, donc avec des magasins, également les pure players dans leurs enjeux marketing sur nos plateformes. Et aujourd'hui, l'idée, je suis ravie d'être accompagnée de Romain Rouleau, directeur marketing et digital du groupe Kingfisher en France, pour échanger sur la transition digitale, un sujet important, transition digitale qui s'est bien sûr accélérée très fortement l'année dernière, parfois évidemment un peu à marche forcée avec cette crise sanitaire. Et évidemment, je pense qu'avec Romain, on aurait été ravis de vous rencontrer en vrai à Monaco plutôt qu'en vidéoconférence. En tout cas, c'est un grand plaisir d'échanger avec Romain ce matin et avec vous tous. Chez Facebook, pour donner aussi un peu de contexte, donc c'est vrai que l'année 2020, on a vu effectivement de nombreuses transformations. On les a tous observées dans le secteur du retail et Romain pourra bien sûr nous en parler. Chez Facebook, nous, on a pu voir des évolutions dans les changements de l'utilisation aussi de nos plateformes. On a vu la montée en puissance très forte de l'utilisation des messageries. On a vu également la montée en puissance de tout ce qui va être live, utilisation de la vidéo, utilisation des lives par les consommateurs. Et puis, on a également vu les consommateurs utilisent de plus en plus nos plateformes dans leur parcours d'achat, notamment dans tout ce qui va être l'e-commerce. On sait aujourd'hui, nos plateformes sont des plateformes très fortes dans la découverte de produits. On parle beaucoup de social selling, on parle beaucoup de discovery commerce. Donc, on a vu bien sûr toutes ces mutations de l'utilisation de nos utilisateurs. En France, je le rappelle, on a 40 millions de Français qui, chaque mois, se connectent à Facebook. Donc, on a vraiment vu pas mal d'évolutions côté consommateur. Toi, Romain, vous avez observé bien sûr chez Castorama ces évolutions de l'autre côté, donc dans le magasin physique, aussi sur votre site. Donc, ma première question pour toi, c'est de se dire, on sait tous que la transformation digitale, elle est au cœur des organisations quand même depuis quelques temps. C'est pas une évolution 2020, mais ça s'est accéléré très fortement l'année dernière. Comment vous, chez Castorama, comment ça s'est traduit chez vous et puis aussi dans votre stratégie marketing? Comment vous avez fait évoluer tout ça? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu de lumière sur notre stratégie, en particulier chez Castorama, qui est une enseigne, comme vous le savez, quand même patrimoniale, très connue de nos clients en France. On parle de plusieurs millions de clients, évidemment, qui passent dans nos magasins et sur notre site tous les mois. L'enjeu qu'on a aujourd'hui dans notre activité, c'est d'utiliser le digital sur l'ensemble de ses composantes dans le parcours client en général et dans la capacité qu'il a à amener du trafic, que ce soit du trafic physique en point de vente ou du trafic digitalisé sur une logique purement e-commerce. Et toute cette transformation, moi je suis arrivé il y a à peu près 1 an et demi et donc on a commencé à la développer avec mes équipes avant la crise, avant cette fameuse crise du Covid, il y a pile 1 an maintenant. On est malheureux anniversaire, quasiment 1 an jour pour jour. Je crois qu'on a commencé nos drives d'ailleurs en version industrialisée, on en parlera tout à l'heure, il y a 1 an pile, 1 an et 2 jours. Vous voyez, c'est un sacré anniversaire. Cette logique avait démarré. Là, comme tu l'as dit, Amélie, on a pris au moins 2 ou 3 ans d'accélération. À l'origine, pour être tout à fait honnête, forcé, puisque quand on a retrouvé tous nos magasins fermés, il a bien fallu trouver des solutions, être le plus agile possible si on voulait continuer à avoir une activité commerciale. Mais en même temps, en accélérant cette logique de communication digitalisée. Et bon, on a un élément qui est très structurant dans notre communication commerciale, j'entends, qui est le prospectus. On fait partie de ces enseignes qui continuent à avoir un poids du prospectus important. Par contre, on a un poids du prospectus qui descend quand même très, très fortement. On a descendu de 30% nos distributions de prospectus. On avait décidé de le faire. On l'a continué évidemment, tout en le faisant sur la base de tests et de mesures. L'idée étant surtout de s'assurer d'être capacité de prouver qu'on n'est pas dans une logique de digitalisation pour le principe de le faire, mais d'avoir un apport aussi bien pour nos magasins que pour notre activité en général en termes de rentabilité de nos investissements marketing. Je parle des investissements trafic, pas des investissements de branding. Le prospectus, ce n'est pas un investissement de branding, on le sait bien. Par contre, c'est un investissement important en termes de génération de trafic. Et donc, c'est comment on bascule d'un modèle qui était historiquement très tourné, très centré autour de ce prospectus, qui grosso modo tourne tous les 15 jours, tous les mois, à peu près. C'est à peu près le rythme de nos prospectus commerciaux. Et on le bascule progressivement, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, sur de la communication digitalisée, et en particulier en utilisant les grandes plateformes dans leur capacité qu'elles ont, évidemment Facebook en premier, la capacité de cibler et d'avoir des communications beaucoup plus précises, plus inspirationnelles, plus événementielles, mais en même temps, tout autant commerciales,
en étant très précis sur les cibles que l'on touche en termes de localisation. On sait qu'on a un sujet de maillage territorial, c'est très important, et Facebook a un reach absolument conséquent là-dessus. Et le deuxième, en termes de typologie de produits. Je prends un exemple tout bête, hein, mais quand on a un tract comme en ce moment sur du jardin, si je parle à des Parisiens ou à des Lillois centre-ville ou à des Lyonnais centre-ville qui n'ont pas de jardin, finalement, la communication générale autour du jardin va peu les impacter. Par contre, si je commence à extraire les produits qui sont dans le prospectus qui fait une trentaine de pages et que je leur parle exactement de ces produits-là qui sont des produits plutôt urbains, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Je pense, Romain, notamment sur les formes, tu expliquais pourquoi vous avez aussi choisi Facebook dans cette idée de commencer à digitaliser vos prospectus. Peut-être on peut regarder ce que ça donne visuellement sur nos plateformes. Oui, on a un enjeu qui est très, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais qui est un sujet. Là, ce qu'on voit ici, c'est la brochure jardin. La brochure, c'est vous savez, c'est un peu comme le catalogue IKEA qui avait été fait. Alors nous, à contrario d'IKEA, on continue à faire des vraies brochures. Je ne parle pas des prospectus, je parle vraiment des brochures qui restent chez les clients. Pourquoi? Parce qu'on a une activité particulière dans notre industrie qui s'appelle le DIY, hein, do it yourself, amélioration de la maison, qu'on a caractérisé par du bricolage, mais en fait, on fait beaucoup d'autres choses que du bricolage, qui est une double dimension, qui est une dimension de projet et une dimension transactionnelle. Quand on a une brochure, là on voit la brochure avec les formats qu'on utilise de façon assez immersive sur du jardin. C'est un projet, on le sait qu'en plus avec le confinement qui est en train de s'étendre dans d'autres régions, on se retrouve de nouveau dans la même configuration qu'il y a un an, c'est-à-dire avoir un temps ensoleillé. Moi je suis à Lille là, il fait plutôt beau, j'imagine que dans une bonne partie de la France c'est le cas. Et en même temps, on est obligé de rester chez soi. Donc quand on a la chance d'avoir un jardin, autant en profiter. Donc on est dans cette logique d'immersion. C'est pas juste j'achète un produit et j'arrive chez moi et c'est simple. Et donc on joue sur une logique de projet qui, souvent, continue à se projeter avec un support qualitatif, un peu plus papier glacé, qu'on garde dans le salon. On a la même chose sur notre brochure cuisine. Et en même temps, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, de le digitaliser, de le rendre beaucoup plus intuitif, interactif, avec des formats qui permettent de comprendre l'intégration dans la maison. Donc, c'est ce que vous voyez ici, avec des formats qui sont très fort. On a fait des tests sur l'Instant Experience qu'on voit ici. Ouais, il y a des choses qui permettent vraiment de jouer sur cette dichotomie entre l'achat produit et surtout l'immersion, l'intégration dans une logique de se projeter dans un projet un peu plus complet. Merci Romain de nous avoir commencé à nous raconter un peu cette digitalisation de la communication. Il y a eu aussi dans cet enjeu et comment ça s'est traduit sur nos plateformes pas mal d'innovations et notamment récemment en ce début de 2021. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, on a une particularité dans cette industrie que moi j'ai découvert il y a 1 an et demi, qui est encore une fois qui est très particulière dans la distribution spécialisée, qui est cette logique de projets, d'achats qui sont beaucoup plus complexes que du simple transactionnel. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, la digitalisation, elle doit accompagner cette problématique qui est inhérente à notre secteur. Et on a une autre particularité chez Kingfisher, c'est qu'on conçoit beaucoup de nos produits. Plus de 40% de nos produits que l'on vend aujourd'hui dans nos magasins en France et en Europe sont des produits qui ont été designés et conçus par nos propres bureaux d'études. Donc, c'est notre particularité et c'est notre avantage concurrentiel, j'allais dire. Et l'idée, à chaque fois qu'on a une innovation produit, c'est d'arriver à le faire comprendre dans un modèle qui n'est pas qu'un modèle magasin, mais qui est également un modèle digitalisé. Et plus on est dans un mode projet, encore une fois, plus le format de communication qu'on utilise doit mettre en valeur cette logique de projet. Et on a lancé une innovation qui était dans les cartons, comme on dit, avant le confinement, qui a vu son impact et sa pertinence démultipliée par ce que tu vis chez toi là et ce que je vis chez moi, qui est le télétravail, qui sont nos cloisons mobiles à Lara, c'est le nom du produit. On a lancé il y a quelques mois, qui fait un carton aussi bien en magasin qu'en ligne. Et on a décidé de tester une vraie innovation, que je crois que tu vas montrer, sur les plateformes Facebook, si tu y arrives. Voilà. Avec de la réalité augmentée. Et là, on est vraiment dans une logique de dire, on fait de la réalité augmentée, pas pour dire, voilà, on est moderne, on fait de la réalité augmentée. C'est jamais mon credo. C'est de dire, on relie le format, le support avec l'innovation du produit.
Le produit, il a quoi comme innovation? C'est que c'est une capacité de jouer sur des cloisons complètement amovibles, de façon très flexible. Comment on le rend et on le rend compréhensible et on fait en sorte que les clients le comprennent. Et bien, on permet aux clients, vous le voyez, de jouer avec des cloisons. Il y a plein de formats, plein de couleurs, plein de typologies, dans son intérieur et de regarder quel pourrait être l'intérêt de mettre une cloison à cet endroit-là pour pouvoir se créer, entre guillemets, un petit espace de bureau un peu plus au calme pour pas que les enfants viennent débarquer tous les 4 matins dans la journée. Ça paraît simple, mais là, le format, l'innovation, elle est vraiment au service de l'innovation produit. Et on est vraiment emballé et par l'innovation qu'on a fait sur le produit et la façon dont on l'a développé en communication avec Facebook, parce qu'on a testé pas mal de choses en termes de brand lift et on a eu des résultats canons en termes d'uplift parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui avaient été exposés à cette campagne avaient parfaitement compris et surtout se rappelaient du nom, se rappelaient du concept et avaient compris à quel point ça pouvait avantager leur intérieur. Et on a eu même des preuves assez tangibles, parce que la communication, si elle n'est pas concrétisée par du business, il manque toujours un bout. C'est une gamme qui est quand même relativement complexe à vendre en ligne, sur lesquels les poids d'e-commerce sont absolument considérables. Ça veut dire qu'on a réussi à convertir réellement, de manière très, très significative, plusieurs dizaines de pourcents de ces ventes se font directement sur le site, sans même passer par une interaction, une compréhension magasin. Ça veut donc dire que le format a parfaitement fait son job en termes de compréhension et d'explication. Ouais, c'est vrai que merci beaucoup de partager cet exemple. C'est vrai que c'est un exemple qu'on adore chez nous parce que déjà on a encore assez peu d'annonceurs en France qui utilisent la réalité augmentée. Et je pense, comme tu disais très bien, ici on n'est pas dans du gadget. On est vraiment sur l'inspiration dans le parcours, une vraie utilité. Et c'est vrai que tu disais, on a pu faire une étude avec tes équipes du coup d'un brand lift, donc mesurer les comportements des internautes entre les exposés et non exposés à la campagne. Et là, on a vu que l'AR, la réalité augmentée, elle a vraiment permis d'augmenter la considération à l'achat. Oui, les gens sont projetés chez eux avec du coup ces cloisons, et assez incroyable le nombre de ventes en ligne que vous avez généré du coup avec ce produit qui est un produit. On n'est pas dans l'achat spontané quand on va se parler d'une cloison. Donc c'est un exemple que je trouve vraiment. Ou alors subi par le contexte sanitaire. Alors absolument. Tu nous parlais justement, là tu nous parlais avec l'exemple d'Alara de la croissance de l'e-commerce chez vous, notamment avec ces cloisons, avec une vente très importante du coup en ligne. On l'a vu, enfin pour ceux qui l'ont suivi lundi, vous aviez vos résultats financiers. On a vu que l'e-commerce avait été en forte croissance, bien sûr, dans le groupe Kingfisher. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment vous utilisez Facebook justement dans cette logique d'e-commerce? Oui, alors effectivement, on a publié nos résultats qui ont été excellents en 2020. Alors évidemment, on a été, j'allais dire un peu bizarrement, malheureusement porté par cette crise abominable que l'on vit actuellement. Il se trouve que notre secteur a été plutôt très protégé, mais en même temps, à l'intérieur de cette traction naturelle qui tourne autour de ce qui se passe dans la maison, qui intéresse particulièrement et qui concentre les intérêts et les budgets des Français en ce moment, on a surperformé tous les mois quasiment pendant l'année 2020 le marché, donc ce qui était quelque chose sur lequel le groupe avait mis beaucoup d'investissements. On était dans une phase de retournement. On a eu un certain nombre d'erreurs, d'ajustements stratégiques qui avaient été faits par le passé. Là, on a vu que concrètement, notre agilité, notre capacité à digitaliser beaucoup de choses, à rendre le parcours un peu plus simplifié, a réellement eu ses effets très court terme et très tangibles, d'où ces résultats sur l'e-commerce. On a en 2020 multiplié par 3 nos ventes en ligne. On sait que l'e-commerce a très fortement progressé partout. Il n'a pas progressé de x3 sur le marché en France, hein, loin de là. Donc on voit qu'on a, alors évidemment, on avait du retard, mais on a très fortement repris le niveau du marché. Donc ça, c'est un point très positif. Et puis surtout, on le voit en ce moment, une traction qui continue fortement, y compris dans un contexte très particulier qu'on vit aujourd'hui. On a eu les annonces encore hier soir, avec des départements qui ferment, des départements qui ne ferment pas, des confinements hybrides. Chacun doit gérer tout ça. Donc, on a heureusement pour nous encore une bonne partie de nos magasins qui sont ouverts. Donc ça, c'est un point positif. Mais on continue à avoir des croissances au moins identiques à celles que je vous dis, voire supérieures en ce moment, à la minute où on se parle, ce qui prouve bien que le travail qu'on fait de fond sur l'e-commerce est important. Après, encore une fois, on est toujours dans ce contexte réellement de complémentarité de canaux pour faire en sorte qu'on soit là au moment où le client veut choisir un canal. On n'est pas sur un canal concurrent à l'autre. C'est pour ça que dans notre stratégie
le magasin est au centre, aussi bien sur sa partie parcours client, mais qu'aussi sur sa partie préparation de commandes. On a très, très fortement développé la livraison à domicile à partir de nos magasins, ce qui fait qu'on complémente notre logistique aussi avec la proposition client. Alors, comment Facebook s'inscrit là-dedans? Il s'inscrit là-dedans très fortement aussi sur un angle qui est important pour nous. On a des grands magasins, ce qui aussi nous pénalise en ce moment avec les surfaces qui sont fermées. On a 92 magasins chez Castorama. 92 en nombre, c'est peu. C'est-à-dire qu'on ne couvre pas un territoire comme la France avec 92 magasins en termes de maillage territorial. Donc, maintenant, on a une très grosse partie de notre gamme qui est 100% livrable à domicile pour des gens qui n'ont pas envie de se rendre au magasin parce que le magasin est juste tout simplement trop loin d'eux. Et bien, Facebook nous accompagne très fortement sur notre capacité à aller amener Castorama dans ces zones où le magasin physique ne peut plus faire le job parce que la distance entre le magasin et le client est trop importante. Donc, cette capacité de cibler, d'amener cette offre assez large, 60 000 références, c'est beaucoup, c'est ce qu'on a aujourd'hui à disposition des clients, sur toutes ces zones, qu'on appelle nous des zones blanches, qui ne sont pas couvertes par nos magasins en zone primaire d'achalandise. Voilà. Et justement, tu disais, alors c'est vrai qu'on a la chance de travailler plutôt très bien avec tes équipes et bien sûr aussi avec vos agences qui vous accompagnent. Ça serait quoi ton conseil pour les gens qui nous écoutent sur comment avoir un bon partenariat avec un acteur comme Facebook, entre un acteur comme Castorama et un acteur comme Facebook? Alors, les développements des partenariats avec les grandes plateformes digitales et vous en particulier, c'est un sujet moi qui me passionne depuis de très nombreuses années, depuis grosso modo une quinzaine d'années que j'opère sur différentes industries. Pour moi, la clé je dirais pas la clé du succès parce que déjà le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, la clé de la méthode, c'est tester, accepter de trouver des solutions ou de tester des produits, des nouveaux services, des nouvelles innovations, même sans avoir aucune idée de savoir si ça va marcher. Donc, c'est accepter le risque. Et pour accepter le risque, ça paraît évident quand on est une start-up parce que c'est intrinsèque à son activité. On teste, on pivote, on change de modèle. Quand on est un grand groupe, Kingfisher en France, c'est 25 000 salariés, c'est beaucoup, c'est pas naturel. Et moi, j'ai toujours opéré dans des grands groupes en essayant de garder toujours très centrale cette capacité d'être à l'écoute, moi-même en premier lieu, et d'être disponible pour tester un format rapidement. Moi, je me souviens d'avoir eu des sollicitations dans différentes expériences avec Facebook. On me disait, il y a un super expert qui vient des US, est-ce que dans 3 jours, tu es disponible? Bon, on ne peut pas toujours l'être, mais quand on peut l'être, il faut rendre ça disponible parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire un dispositif avec des plateformes comme Facebook, qui évidemment sont des plateformes gigantesques. On doit montrer que l'intérêt, il est commun pour pouvoir développer ces innovations et parfois gagner. C'est le cas de la réalité augmentée qu'on a faite avec Alara. Ouais, absolument. Je pense que nous, j'ai vraiment pu l'observer. Vous avez testé pas mal de choses et je pense que c'est exactement ce qu'on souhaite encourager les annonceurs à faire. Donc vraiment tester des choses, vous regardez ce qui fonctionne. On sait que l'innovation, c'est quelque chose qui est quand même très important et tu le disais chez vous. Sur les quelques secondes qui nous restent, est-ce qu'il y a des grandes innos que vous allez tester bientôt? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la roadmap? Oui, en fait, le gros enjeu qu'on a actuellement, je disais, c'est de mettre le digital au centre et au cœur des parcours clients. Je l'ai dit, on a énormément de catégories et de thématiques chez nous qui sont des catégories qui nécessitent de la réflexion, qui nécessitent du temps long et donc qui nécessitent d'être au bon moment en fonction du moment où on est. Si demain, je suis en train d'acheter une cuisine, je n'attends pas de la même façon que Castorama me parle qu'au moment où je suis en train de m'inspirer sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur d'autres plateformes, où là, je suis dans une logique, je regarde. Et donc, ça veut dire que nous, on doit innover dans nos messages, dans nos thématiques, dans nos formats, en fonction du moment qu'on a pu identifier dans ce parcours-là. Voilà. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup, Romain. On arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup de ton témoignage. C'était hyper riche. C'est vrai que vous avez une stratégie très full funnel sur nos plateformes. J'espère que ça a pu inspirer de nombreux annonceurs en tout cas, et on est disponible après sur le chat si vous avez des questions. Donc un grand merci pour ta disponibilité, Romain, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.